Bonjour l'Afrique, bonjour le monde, bienvenue à la quotidienne sur Pan-African Media. Eh bien, ce matin, comme chaque matin, vous aurez vos rubriques habituelles, notamment la revue de presse, le coup de gueule, le 9h et le sport. Eh bien, la réflexion qui nous réunit ce matin, c'est sous le thème Tchad de Russie. Le président Mahamat Idriss Déby effectue donc une visite officielle du côté de Moscou. Eh bien, le président donc, du conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a quitté N'Djamena pour se rendre à Moscou où il effectue une visite officielle à l'invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine. C'est ce qu'a annoncé la présidence tchadienne dans un communiqué. Lors de cette visite, donc, les deux dirigeants discuteront du renforcement de la coopération bilatérale dans divers secteurs, ainsi que les enjeux régionaux et internationaux d'intérêt commun, a indiqué le service de presse de Kremlin. Ce déplacement du successeur du défunt président Idriss Déby, tué en avril 2023 lors d'affrontements avec des rebelles, intervient dans un contexte de tension avec la France, l'ancienne puissance coloniale et principal allié du Tchad. En effet, depuis l'investiture de Mahamat Idriss Déby à la tête du CMT, qui assure la transition pour 18 mois avant les élections prévues en 2024, la relation entre N'Djamena et Paris s'est dégradée. Eh bien, le président français Emmanuel Macron, qui avait assisté à la cérémonie d'investiture et soutenu la transition, a été accusé par certains observateurs de cautionner justement un coup d'État militaire et de favoriser la pérennisation du régime Déby au pouvoir depuis 1990. Face donc aux critiques et aux pressions de la communauté internationale qui réclame une transition inclusive et démocratique, le CMT a cherché donc à diversifier ses partenaires et à s'ouvrir à d'autres initiatives régionales. Ainsi, le Tchad a donc adhéré à l'initiative lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI visant justement à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique afin de renforcer justement leurs échanges commerciaux avec le reste du monde et notamment avec le royaume. Le ministre de la Communication donc et porte-parole du gouvernement tchadien Aziz Ahmad Saleh a donc salué cette initiative lors d'un déjeuner amical organisé fin novembre 2023 par l'ambassadeur du Maroc en N'Djamena, Abdelatif Erodja, en l'honneur de la presse locale. La visite donc de Mahamat Déby à Moscou s'inscrit également dans cette logique de diversification des relations extérieures du Tchad. Eh bien, la Russie, qui cherche donc à renforcer sa présence et son influence en Afrique, a déjà noué des liens étroits avec plusieurs pays du continent, notamment dans le domaine de la défense, de l'énergie et des mines. Le Tchad, qui fait face donc à de multiples défis sécuritaires, économiques et sociaux, pourrait justement bénéficier de l'appui et de l'expertise de la Russie, qui dispose justement d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. D'où le thème Tchad-Russie, la rencontre Mahamat Idriss Déby suscite l'inquiétude de Paris et de Washington. Voilà qui constitue le menu de cette quotidienne de ce matin, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous. Avec nous pour commenter, analyser et décrypter tous ces sujets, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jonathan Batengene, sociopolitiste. Bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour, mon frère Jock. Bonjour à tous les panafricanistes qui nous suivent ce matin. C'est un plaisir que d'être là. Vous savez, la nuit hier a été quand même très mouvementée avec la victoire des Lions indomptables du Cameroun sur la Gambie. Les Scorpions de Gambie, ça a été un match difficile, mais très beau à la fin parce que on a assisté à un véritable retournement de situation dans les deux sens. Premier retournement gambien, deuxième retournement camerounais. C'est resté comme ça jusqu'à la fin. Nous disons bravo aux Lions, bravo également aux Scorpions. Nous sommes très heureux d'avoir vu un si beau match hier. On n'attendait pas le Cameroun encore à ce niveau.
on a vu qu'impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Donc, alors moi, je voudrais vous poser la question quand même concernant ce match. Comment est-ce que vous avez trouvé le volume de jeu des deux équipes? Le volume de jeu était bon. Acceptable. J'ai regardé les commentaires de plusieurs spécialistes. Tous sont unanimes. Le Cameroun-Gambie était l'un des plus beaux matchs de cette CAN. Ils disent au niveau de l'intensité de jeu, surtout en fin de match, exactement, on a atteint un niveau, beaucoup on dit Coupe du Monde. C'était un niveau Coupe du Monde. C'était très beau, c'était très alléchant. Le jeu était pas saccadé. Les deux équipes ont proposé des styles assez intéressants. Nous disons bravo encore aux Lions parce que hier nous le disions encore, nous sommes avec les Lions dans la victoire comme dans la défaite. Exactement. Et puis un bonjour spécial à toute l'équipe Pan-African Media, Monsieur le Président Directeur Général de Pan-African Media, Bachir Moumaladan, mon frère, Excellence, soyez grandement salués. Bonjour également au vice-président de l'Alliance des BRICS, M. Awadon Melo. Nous n'oublions pas Madame la présidente de l'Alliance des BRICS, Larissa Zelentsova. Nous saluons les autorités centrafricaines qui bénéficient actuellement d'un partenariat privilégié avec l'Alliance des BRICS. Et nous sommes heureux de voir que le monde multipolaire en construction au Centrafrique est en train de prendre forme. Pour ceux qui s'inquiétaient pour le Centrafrique, vous n'avez qu'à faire des recherches, vous verrez qu'effectivement, le Centrafrique veut être totalement la capitale des BRICS pour l'Afrique. Très bien, alors nous allons revenir en sport et en long et en large lors de la page sportive. Mais là, pour l'instant, allons-y prendre la revue de presse. C'est l'instant de la revue de presse. Bonjour à tous, bienvenue à la revue de 1 de ce 24 janvier de l'année 2024. Et bien, commençons par les nouveaux ministres ont prêté, malgré la saisine de la Cour constitutionnelle, notre Gabon Actu. Et bien, le général police Clotaire Olingue Nguema a présidé le lundi la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement de la transition, réaménagé le 17 janvier dernier. Ainsi, le deuxième gouvernement à date de la transition est donc composé de 31 membres, donc 9 entrants et 3 précédemment ministres délégués promu au poste de ministre. Le journal Gabon Review s'interroge si Olingue Nguema échange avec Bourgi. C'est donc un retour à petits pas de la France-Afrique, se demande bien le journal. Le journal Al-Wida parle donc de Tchad, Russie, avec le président Mahamat Idriss Déby qui effectue une visite officielle à Moscou. Direction Afrique de l'Ouest avec le journal Wakatira qui parle de l'usine de traitement des résidus miniers. Le président Traoré invite donc les pays voisins à migrer vers le Burkina Faso. Au Bénin, le journal La Nouvelle Tribune rapporte les propos « Il faut que j'aille évangéliser Patrice Talon, Dixis Boni Yayi ». Une présidentielle, plusieurs inconnus, c'est une chronique signée du journal Sidiawa en évoquant justement le Conseil constitutionnel du Sénégal qui a livré la liste définitive des présidents, des candidats à la présidentielle du 25 février 2024. Près de 80 au départ, ils ne sont plus que 20 prétendants jugés aptes à appliquer la magistrature suprême. Le journal Actu Niger parle donc des ressources internes du Niger avec plus de 600 milliards de francs CFA de recettes fiscales mobilisées en 2023 par la DGI. Nouvelle constitution en Guinée, ce qui retarde la publication de textes selon le journal Africa Guinée. Au cours de la nouvelle année sera soumise au référendum une nouvelle constitution qui nous ressemble et nous rassemble, a annoncé le colonel Doumbouya le 31 décembre 2023. Le journal ici Lomé parle du Togo et l'insécurité à Lomé en plein jour, des malfrats opèrent partout sans crainte. Allez, terminons par le quotidien du Sénégal avec le choix de Sonko pour la présidentielle, la guerre des trois, et bien la candidature de Bassirou
Diomaye Faye ne constitue avec celle de Sonko qu'une seule candidature. C'est ce qui a laissé entendre la coalition leader alliée du président Ousmane Sonko. Voilà qui fait l'essentiel des sujets traités par la presse en ce 24 janvier de l'an de grâce 2024, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi. Voilà pour ce qui était donc de la revue de presse de ce jour et qui nous conduit directement au coup de gueule de ce jour. Jonathan. Alors, souhaitez-vous réagir à ce coup de gueule de ce matin? Le coup de gueule, il est toujours, mais alors toujours prêt. Le coup de gueule de ce jour, Jonathan. Le coup de gueule, nous revenons sur un élément, c'est une crise, c'est une situation qui est très préoccupante, c'est cette situation sanitaire. Nous allons peut-être faire de ce coup de gueule le principal de la semaine, parce que la situation est alarmante. De voir une campagne de vaccination portée par le consortium Gavi et avec la fondation Bill et Melinda Gates qui sont membres, on a beaucoup de peine et d'inquiétude pour les ménages camerounais. Hier, nous expliquions que les dépenses en matière de lutte contre le paludisme avaient drastiquement chuté. Effectivement, ces dépenses, on estime qu'elles ont chuté de 40% dans le monde. 40%. C'est important. Ça veut dire que près de la moitié des dépenses en matière de lutte contre le paludisme ou bien de traitement curatif contre le paludisme, aujourd'hui près de la moitié est menacée. Mais pourquoi? Souvenez-vous, dans la lutte contre la COVID-19, parmi les traitements que nous, Africains, nous avions privilégiés, que ce soit les feuilles de neem, que ce soit l'artémisia, que ce soit les autres recettes que nous avons constituées. Quand je parle du Ngoulbetara, vous savez, le Ngoulbetara, c'est les feuilles de coco. L'écorce de coco qu'on met dans notre alcool traditionnel. Exactement. Avec du mbitakola, de l'ail, constitue ça, ça devient solide. On dit que c'est bon pour les hommes. Exactement. Une belle décoction. Comme on en a le secret. Alors, avec l'utilisation de tout cela, nous avons inconsciemment boosté nos défenses immunitaires contre le paludisme. Nous avons même traité chez certains le paludisme qui était dormant, qui était latent. Exactement. Et qu'est-ce que ça a créé? L'année 2021, les dépenses de santé en matière de paludisme ont commencé à chuter. Regardez dans votre entourage. Vous allez faire un constat. Il n'y a que cette année qu'on assiste à une sorte de résurgence du paludisme. Mais l'année dernière, vous regardez dans votre environnement, vous verrez que rarement vous avez un parent qui s'est plaint de paludisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les comportements que nous avons eus pendant la crise à COVID-19 devraient être des comportements normaux. Exactement. Et si vous vous rendiez même compte, pendant la crise du Covid-19, c'est pour vous relancer, hein, pendant la crise du Covid-19, les gens ne s'intéressaient pas beaucoup à l'hôpital, les gens ne partaient pas à l'hôpital en réalité, mais ils buvaient des décoctions comme nous étions en train d'évoquer. Voilà, voilà. Et donc, pour nous, c'est le moment d'inviter les Camerounais, dans la lutte contre le paludisme, à adopter ces traitements africains. Notre pharmacopée est la solution. Nous allons marteler cela toute cette semaine pour que le ministre de la Santé du Cameroun arrête de se fier aux solutions des charlatans comme Bill Gates. Bill Gates n'est pas différent des petits marabouts qui, le coin de rue,
attendent des femmes désespérées, leur promettant les charmes les plus sophistiqués pour attraper les hommes les plus riches de la terre. Bill Gates n'est pas différent des petits charlatans qu'on retrouve dans nos quartiers qui vous promettent les élixirs de vie éternelle. Bill Gates est un charlatan comme un autre. C'est juste, comme on dit les bandits en col blanc, lui il est un charlatan en col blanc. Un dangereux charlatan dont les décoctions ont fait des victimes en Europe. Pourquoi admettre les affaires de ce charlatan au Cameroun? Le patron de Gavi, quand nous avons tonné, quand nous avons dénoncé, le patron de Gavi est quitté de son pays là-bas. Il est venu pour convaincre monsieur le ministre. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez à échanger avec ces gens? C'est un gang, c'est une mafia. Lisez tous les rapports des scientifiques sérieux. Ils vous parlent de la corruption dans le Big Pharma. La Drug Enforcement Administration. L'administration du médicament, qui est une des conseillères de l'OMS. La Drug Enforcement Administration est une entreprise corrompue aux États-Unis. Ils aiment seulement voir la corruption des pays, la petite corruption des pays africains. Que nous ne simplifions pas. Mais nous que nous essayons de comparer les niveaux de corruption. Vous savez ce qui se passe là-bas? Si vous voulez que votre vaccin soit admis, ou bien soit évalué par la Drug Enforcement Administration, vous payez la Drug Enforcement Administration, dont vous payez le salaire de ceux qui vous évaluent. Monsieur Njo, quelqu'un peut vous payer et vous lui dites que son truc est mauvais. C'est pas croyable. N'est-ce pas celui qui la main qui donne, qui ordonne? Exactement. Mais qu'est-ce que cette mafia veut nous faire croire? Lorsque la corruption est structurée aux États-Unis, dans le domaine sensible du médicament, ils veulent nous faire croire qu'ils sont les porteurs de solutions dans le domaine. Le Big Pharma, en Europe et en France et aux États-Unis, a financé des professeurs qui sont venus raconter des sornettes, des histoires à dormir debout sur l'efficacité de ces fameux pseudo-vaccins. N'est-ce pas la corruption? Mais ces gens, ils passent toujours sur les chaînes. Hein. Je vais donner le nom des chaînes. Ce n'est pas pour leur faire de la publicité. Et même, c'est même de la mauvaise publicité. LCI. Ils invitent toujours ces charlatans. Normalement, dans des pays sérieux, ces gens se font arrêter sur les plateaux. Dans des pays sérieux, si les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne étaient des pays sérieux, tous ces gens qui se passent pour professeurs seraient arrêtés dans les plateaux direct de la case prison. Mais comme ce n'est pas des pays sérieux, c'est des pays de véritables voyous, refuge des mafieux. Vous voyez ce qui se passe. Ces bandits viennent sur les plateaux, racontent leur charlatanerie. Et qu'est-ce qui se passe? On les acclame. Exactement. Et leurs disciples passent le temps à charrier ceux qui sont de vrais intellectuels. Regardez comment est-ce que des incultes comme les Léa Salamé, une petite fille qui n'a aucune éducation en matière de science, elle ose sur un plateau ouvrir sa bouche pour donner des leçons ou bien porter des réserves sur les études menées par le très sérieux professeur Didier Raoult. Regardez ce que ces gens entraînent. L'inculture donne des leçons à la science. On assiste à toutes sortes de spectacles. Mais pourquoi notre ministre de la Santé, lui, se laisse entraîner par toutes ces gens, ces mauvaises personnes? Pourquoi veut-il sacrifier des générations de jeunes Camerounais
nous en appelons à la décision de la plus haute autorité. Il faut que s'arrête cette campagne de crime qui est engagée contre les Camerounais. Contre les Africains en général. Hein. Vu que vous avez raison, parce que c'est dans 6 pays, c'est dans 15 pays africains que cette campagne de vaccination a cours. Vous savez que ça a commencé, je vous relance, ça a commencé depuis, je crois que c'était 2017, lors du sommet G20 à Hambourg. Tout à fait. Où la déclaration, je vais paraphraser, est-ce que le président français avait dit que les Africains accouchent beaucoup. Et donc, il y a certains qui ont eu le sentiment que, d'abord, pendant le Covid-19, qu'on est en train de tout faire pour limiter justement les naissances, parce que vous savez que il y a les prévisions quand même qui sont là, qui disent que justement au niveau de la démographie sera dynamique dans les prochaines années en Afrique, et donc il y a des subterfuges qui sont là pour justement limiter nos naissances. Mais c'est pas nous, nous ne sommes pas complotistes. Hein. Les vrais complotistes, c'est eux. Si monsieur le ministre va nous intimider, dit vous êtes complotistes, les vrais complotistes c'est eux, et c'est leurs gens qu'ils ont utilisés, qui sont venus donner des témoignages. 1981, campagne de vaccination au Nigeria, dans le nord du Nigeria. Pourquoi? Parce que selon l'OMS, la démographie galopante du Nigeria est portée en grande partie par la population du nord. Qu'est-ce qui se passe? 1981, vaste campagne de vaccination prétendument contre la poliomyélite. Heureusement, on dit un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Exactement. Les vieux de la zone, ayant eu la petite mouche, ils ont dit l'affaire là ne passera pas. Mais qu'est-ce que les médias occidentaux n'ont pas raconté de ces vieux Nigérians? C'est de la tradition, des superstitieux, des gens sans culture. Vraiment, c'est l'illettrisme de ces gens qui les entraînent à être réticents. Alors que les hommes, comme on dit au Cameroun, les pères d'autrui avaient compris le stratagème. Ils avaient compris qu'en fait, on voulait stériliser les petites filles, leurs enfants. Mais monsieur le ministre Manaouda, vous savez que ces gens insupportent la démographie africaine. Nous sommes une bombe démographique. C'est-à-dire que l'Afrique catapulte toutes les statistiques grâce à sa population. On dit non, l'Afrique ne s'en sortira pas. L'Afrique vient de montrer qu'elle s'en sortira. Les gens avaient fait les plans. Est-ce que vous savez que tout ce que nous voyons là, c'est dans les années 80 que dans les universités comme Columbia, les enseignants comme les Huntington, comme les Brzezinski, théorisaient le monde d'aujourd'hui avec l'ultra-dominance des États-Unis. Tous ceux qui ont été étudiants là-bas nous l'ont raconté. Du moins les Africains que nous avons croisés. Ils disent ce que vous dénoncez. Nous avons suivi ça dans leurs écoles. Ils disaient que c'est comme ça qu'ils feront. On ne sait pas par quel miracle vous avez réussi à les contrecarrer. C'est comme si vous étiez assis dans leur chambre secrète et vous écoutiez leur plan ourdi contre l'Afrique. Mais Excellence, vous avez les solutions en Afrique. Pourquoi vous tournez vers ces gens? Les 8 facultés de médecine que le Cameroun a créées, ça sert donc à quoi? Les facultés de sciences pharmaceutiques servent à quoi? Il y a même un ministère de la recherche scientifique. De la recherche scientifique. Les Burkinabés ont trouvé le vaccin. Excellence, si vous êtes très soucieux de l'avenir, dites à M. Bill Gates et sa charité, ne dit-on d'ailleurs pas en Afrique que ce qui est gratuit coûte toujours très cher. Qu'est-ce que le Cameroun attend de solution de ce charlatan de Bill Gates? Qu'est-ce que ce charlatan de Bill Gates fait avec les Camerounais? Est-ce qu'il est un homme qui aime tellement le Cameroun? S'il aimait tant le Cameroun,
On ne lui demande pas grand-chose. Qu'il démobilise la Silicon Valley et qu'il ramène Microsoft au Cameroun. Excellence, voilà le seul projet que Bill Gates peut avoir de salutaire pour le Cameroun. Qu'il ramène tout Microsoft au Cameroun. Que désormais tout Microsoft se passe au Cameroun. Là, nous allons même nous battre pour que Microsoft soit l'entreprise fagnon du Cameroun. Parce que ça va créer des emplois. Mais sa charité qui se passe dans les vaccins là, nous n'en voulons pas. Monsieur Bill Gates et son charlatanisme dans le domaine de la médecine, nous n'en voulons plus. Nous demandons donc aux parents de faire objection de conscience. Les parents camerounais, faites objection de conscience. Et partout en Afrique, où on va vous parler du vaccin contre le paludisme, vous demandez aux médecins de se vacciner ça. Nous ne pouvons pas accepter des campagnes de stérilisation de notre jeunesse. Nous ne pouvons pas accepter que des gens viennent limiter les naissances ici. Eux, ils ont choisi les homosexuels. Là-bas, eux, ils ont déjà les solutions pour limiter leurs naissances. L'homosexualité est le moyen le plus efficace pour limiter ces naissances. Les stérilisations, ça viendra encore bloquer tout. Ça pouvait encourager davantage d'homosexualité. Parce que là, les gens se rendront compte que même homme-femme, ça ne donne plus. Donc, vaut mieux se mélanger. Mais nous sommes dans la famille traditionnelle. Exactement. Je vais terminer le coup de gueule par un mot sur une situation qui s'est passée. J'aurais voulu en faire un coup de gueule, mais nous allons mettre ça dans le sillage du coup de gueule. C'est la situation à Etourébé. Vous savez, la journée de lundi dernier, la toile était inondée de messages. Etourébé, il y a eu 20 morts, les enfants se sont piétinés, le mur s'est écroulé, les versions erronées. Et je me souviens que le ministre des Postes et Télécommunications avait fait une communication en disant que celui qui distille les fake news, c'était ça, non? Exactement. Celui qui distille les fake news sera poursuivi et sanctionné selon la rigueur de la loi. Exactement. Je me suis posé une question. Avec toutes ces fake news, Madame le ministre a-t-elle oublié ses injonctions? Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, vous en souvenez-vous? Ces messages nous étaient envoyés par SMS. Exactement. Est-ce que ces messages ne concernent que l'affaire des affaires politiques? Purement politiques. Si c'est le cas, je peux comprendre que donc, on peut inventer toute fake news contre vous, monsieur Ndjok, ou bien contre moi, et le gouvernement ne s'en soucie pas. Mais dans la mesure où l'État doit sévir, l'État de droit doit sévir, ceux qui ont été auteurs de toutes ces fake news doivent être interpellés. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on a créé l'émoi dans l'ensemble de la République. Ça aurait pu créer des émeutes en cascade dans l'ensemble de la République et créer donc une situation non maîtrisable. Vous savez qu'il y a des Camerounais, surtout une certaine opposition, qui a voué son existence à l'entraînement du Cameroun dans le chaos. Ces gens, en concubinage incestueux avec les puissances étrangères, ont voué toute leur lutte à faire de ce pays une zone de jungle où le pouvoir devra nécessairement passer par le chaos entre Camerounais. Nous demandons au directeur général de la Sûreté nationale, à Madame le ministre, Madame Libom Lilinke, de prendre leurs responsabilités. C'est la justice qui doit prendre sa responsabilité. La police doit commencer son travail. Exactement. Les investigations. Monsieur le procureur général, je crois que c'est la cour d'appel du centre qui est compétente. Vous devez prendre vos responsabilités. Revenons donc également aux faits. Il se trouve que des gens ont voulu condamner cette proviseure. Mais Madame le ministre des enseignements secondaires, voilà une dame qu'il faut promouvoir. Elle mérite une promotion.
et trouve un lycée de délinquants. Les parents ont abandonné leurs responsabilités. Les enfants sont des retardataires notoires. Quand l'enfant arrive en retard, qui est le responsable? Mais c'est le parent. Effectivement. Et ces parents ont le toupet d'indexer madame le proviseur. Nous savions tous que dans les lycées, le lundi, 7h30, c'était même pour les lycées, moi j'attends 7h30, nous c'était 7h. Et le proviseur, monsieur Ebonnet, je lui rends un vibrant hommage. Monsieur le proviseur, si vous regardez l'émission, sentez-vous saluer, vous avez été un grand proviseur. Monsieur Ebonnet avait mis un point d'honneur sur la question de la ponctualité. Il disait 7 heures. Et il accordait, le lundi, il accordait un maximum de 10 minutes. Parce qu'à 7h11, la cérémonie de levée des couleurs était engagée. Ça avait créé une discipline. C'était le lycée d'Oyaka à l'époque. Ça avait créé une discipline telle que le lundi, nous étions en route dès 6 heures. Parce que nous étions à 2 km, 3 km du lycée. Il fallait marcher les 2 km, arpenter les rues et se rendre au lycée. Donc à 6 heures, vous aviez la grande partie de l'effectif du lycée qui était sur la route. Vous écoutez des prétextes des parents. Il y a trop d'embouteillages, il faut alors arranger les routes. Vos enfants sont des princes. Mais s'ils sont des princes, gardez-les à la maison. Vous leur donnez une éducation de prince. Vous leur prenez des répétiteurs privés. Vous leur prenez des enseignants privés. Les princes se font éduquer à la maison. Et les parents mettent les moyens qui vont avec. Mais vous les avez envoyés à l'école publique. Où madame le proviseur s'efforce de leur inculquer une discipline que vous, parents, vous avez abandonné de donner aux enfants. Et quand vos enfants font œuvre de délinquance, vous les soutenez en disant qu'ils ont raison et c'est madame le proviseur qui doit être sanctionné. Le monde est à l'envers. Exactement, le monde. Quels sont ces parents? Ce sont les parents qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités dans tous les cas. Aucun d'eux ne veut prendre ses responsabilités. Et nous disons bravo à tous les parents qui ont réussi à discipliner leurs enfants conformément aux instructions de madame le proviseur. Un enfant, le lundi, normalement à 7 heures, devrait être déjà dans le portail. Qu'est-ce qu'il fait à la maison? Monsieur Njo, nous sommes de la génération, l'une des dernières générations, qui se levait à 4 heures du matin pour accomplir les tâches ménagères. Exactement. Qui nous incombaient à la maison. Exactement. Exactement. Mais cette nouvelle génération de paresseux qu'on veut former, c'est pour former quel Cameroun? Le problème, c'est que ce sont les élites de demain. C'est l'élite de demain. C'est pour ça que nous accordons la deuxième partie du coup de gueule à cela. Chers parents, que voulons-nous pour les enfants d'aujourd'hui et pour la génération de demain? Quel Cameroun voulons-nous bâtir, comme posait la question le président Paul Biya? Quel Cameroun voulons-nous bâtir? Nous n'allons pas bâtir un Cameroun où les enfants, où les Camerounais croiront qu'ils sont des princes qui n'ont rien à faire et que les choses leur viendront sur place. Mais en réalité, ils pensent qu'ils sont en train de faire du bien à ces enfants. Parce que, comme je dis, qu'ils sont des élites. Donc, ce sont des gens qui vont nous diriger lorsque nous serons des vieux. Tout à fait. Donc, il y aura forcément des conséquences. Mais ça sera... Et ces jeunes, ils sont plus jeunes que nous. Exactement. Ces plus jeunes, ils sont d'une exigence terrible, d'une paresse extraordinaire. Mais qu'est-ce que les parents sont en train de faire? Quelle est cette démission de vos responsabilités? Nous sommes en train de détruire la jeunesse de demain du Cameroun. Mais arrêtons, chers parents, arrêtons. Mettons-nous à notre travail. Madame le proviseur, durcissez encore davantage les conditions d'éducation là-bas. Créez une discipline de fer. Le lycée de Touguébé est très mal classé au Cameroun. Quand vous regardez les résultats du bac, c'est l'un des lycées avec les pires résultats. Vous croyez que c'est un espace de racaille? Du tout. Le Cameroun doit aller avec tous ses enfants vers l'excellence. Madame le proviseur, vous avez le soutien de nous, les Camerounais,
qui pensons que la discipline doit triompher de l'atavisme qu'on est en train de créer là-bas. Exactement. Vous devez continuer votre travail. Et madame le ministre des enseignements secondaires, voilà une dame qui mérite une promotion. Elle mérite une promotion. Elle mérite d'aller impulser cette discipline de faire à un poste de responsabilité plus honorable. Très bien, voilà qui est dit, hein, les autorités, je crois qu'elles sont à l'écoute et je crois qu'ils ne vont pas démissionner justement à leur fonction. Et toute chose qui nous conduit justement aux informations, et là on va prendre les infos de 9 h. Comme des valeureux guerriers, les forces armées du Burkina Faso ont porté le 21 janvier 2024 dans la zone de Makoy un coup de massue au groupe terroriste État islamique au Grand Sahara en neutralisant son numéro 2 au Burkina, à savoir Arona Oulel, alias Abdel Malik, alias Malik. En effet, dans la zone de Makoy, l'armée burkinabé a finalement réussi à éliminer l'individu dont la tête avait été mise à prix pour la somme de 150 millions de francs CFA en raison de sa monstruosité. Malik était à la tête d'une importante base dans la zone de Kountouré-Niénié, commune de Déou, spécialisée dans les attaques des convois militaires et les enlèvements. Sa neutralisation a été un fait digne d'un film Bollywood, car le 21 janvier dernier, le numéro 2 des terroristes quittait la zone des 3 frontières à destination de Makoy quand son convoi est tombé sur les viseurs des vecteurs aériens de Burkina Faso. Les ratissages qui ont suivi ont permis d'établir un bilan provisoire de 5 terroristes neutralisés, dont Abdel Malik, 4 autres blessés, un véhicule pick-up, des motocyclettes et l'armement détruit. Avec sa neutralisation, l'armée burkinabé marque un grand pas dans la restauration de l'intégrité territoriale, en particulier dans le grand nord du pays. Les opérations pour la reconquête totale du territoire se poursuivent sur d'autres fronts. En marge de la cérémonie de lancement de ces activités, le PDG de l'usine Golden Han, Marie-Emmanuelle Topsoba, a confié avoir passé un accord de contrat avec la société d'exploitation minière Semafo, portant sur 392 tonnes de résidus de type charbon fin qui lui permettront de récupérer plus de 160 kilos d'or. Après cet accord, qui pour lui semble très alléchante, le PDG de Golden Han a invité les autres sociétés d'exploitation minière à emboîter le pas à Semafo pour une meilleure valorisation de leurs résidus. Car en plus de l'or, les résidus miniers contiennent d'autres métaux précieux de teneur significative. Il faut rappeler que le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé le 23 janvier au lancement des activités de l'usine de traitement des résidus miniers Golden Han SA dans la zone industrielle de Kosodo. Ambition nourrie depuis plus de 10 ans, l'usine de traitement des résidus est aujourd'hui une réalité et rime avec la dynamique des autorités de la transition d'impulser un développement endogène basé sur l'utilisation de l'expertise locale dans la transformation des ressources nationales. C'est dans cette optique que le matériel de cette usine est entièrement conçu par des artisans burkinabés, comme l'a confié le président directeur général de Golden SA, Joachim Topsoba. La mise en place de cette usine permettra au Burkina Faso de traiter sur place et d'avoir un contrôle total des résidus miniers qu'il exportait pour le traitement. Avec la technologie maîtrisée, le président de la transition est confiant quant aux capacités des Burkinabés à maintenir les efforts dans la production des machines et à traiter efficacement les résidus miniers. Le président de la transition,
Le capitaine Ibrahim Traoré a affirmé sa confiance et son soutien aux ingénieurs et a encouragé le secteur privé à investir au Burkina Faso. Le roi Mohamed VI a eu mardi 23 janvier un entretien téléphonique avec le président nigérian Bola Ahmed Tinubu. Annonce relayée d'un communiqué du cabinet royal datant du même jour. D'après le communiqué, cet entretien a porté sur la dynamique positive des relations bilatérales au cours des dernières années. De plus, l'entretien a également porté sur le projet de gazoduc africain Atlantique Nigeria-Maroc, projet structurant qui sera un levier stratégique pour l'intégration régionale et le développement économique, social pour l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. En rappel, un accord de coopération pour un méga projet de gazoduc passant par la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest a été signé le 10 juin 2018 lors d'une visite au Maroc du président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Le projet avait été lancé au cours d'une visite officielle de Mohamed VI à Abuja en décembre 2016. L'étude de la faisabilité avait commencé en mai 2017. Le projet consiste à relier les champs gaziers du Nigeria aux pays d'Afrique de l'Ouest pour ensuite rejoindre l'Europe. Il consiste à la construction d'une extension vers le Maroc sur le gazoduc ouest-africain en fonctionnement depuis 2010 qui relie les zones gazières du sud du Nigeria au Bénin, au Togo et au Ghana. D'un coût estimé à plus de 25 milliards de dollars et s'étendant sur environ 5700 km, le gazoduc reliera les champs gaziers du Nigeria, premier producteur continental de pétrole, au royaume du Maroc, le long de la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Ce projet colossal, déclaré comme le plus grand projet d'infrastructure d'Afrique, vise à favoriser l'intégration du continent africain, contribuant ainsi à la stabilité, au développement économique et à la création d'emplois. Le gazoduc, prévu pour transiter par une dizaine de pays dont la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie et l'Espagne, constitue un modèle d'intégration régionale. En plus d'assurer un approvisionnement fiable en énergie et une résilience accrue contre les chocs exogènes des prix des produits énergétiques, le projet participera activement à l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Impossible n'est pas camerounais, une réalité qui n'a pas son pareil. Une énième fois, l'impossibilité n'a pas trouvé une place dans le lit du Hemley. Illustration confirmée le mardi 23 janvier 2024 au stade de Bouaké en Côte d'Ivoire lors du match matant aux prises le Cameroun et la Gambie. Une confrontation qui comptait pour la dernière journée de la phase de poule pour le groupe C. Mangé à toutes les sauces, à l'issue des précédentes piètres prestations, les Lions domptés des circonstances avaient l'obligation de venir à bout de la Gambie pour se vêtir du costume indomptable. Les poulains de Rigobert Song ont fait le bon choix, celui de transcender l'élimination qui pesait sur eux et ont déjoué tous les pronostics hostiles qui leur avaient déjà été attribués. Alors que tout espoir semblait être perdu suite à leur match jugé catastrophique face à la Guinée-Conakry et le Sénégal, l'équipe du sélectionneur Rigobert Song a parvenu à redorer le blason de la nation. En difficulté dès l'entame, le Cameroun a ouvert le score, puis s'est éteint. Mené 2-1 à la 85e minute, les Camerounais sont revenus à la 87e minute avant que Wo ne donne le coup de grâce sur un corner à la 90e minute. Au pied du mur et sans sursis à l'heure de défier les Gambiens, les troisièmes de la dernière CAN ont assuré l'essentiel, non sans mal, une victoire synonyme de 3 points
et de qualification pour la phase à élimination directe. Et voilà ce qu'on peut retenir pour les infos de ce jour. Eh bien, les infos également de ce jour, c'est justement la Russie et le Tchad et le président Mahamat Idriss Déby qui a effectué donc une visite du côté de Moscou. C'est justement le thème qui constitue les débats de ce jour. Jonathan, rebonjour monsieur. Rebonjour mon frère, rebonjour. Alors, ce matin, nous allons donc parler de justement de ce déplacement, la rencontre entre Mahamat Idriss Déby qui suscite l'inquiétude de Paris et de Washington, justement. Alors, la première préoccupation, c'est que répondez-vous à ceux qui pensent que les débits, en général, servent les intérêts de la France? Les débits ont servi les intérêts de la France. Les débits ont servi les intérêts de la France. Aujourd'hui, Kaka est dans une posture très difficile. Il faut le dire, Kaka est dans une posture très difficile. Il a carrément été mis sous contrôle par la France. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui le contraignent dans sa relation avec la France et qui font partie de son gouvernement, qui font aussi partie du dispositif sécuritaire. Il y a également, de l'autre côté, les acteurs qui le contraignent désormais vis-à-vis des États-Unis, par exemple le succès de Masra et toute sa dynamique. Donc, on a un Kaka Déby qui a opéré un véritable rapprochement avec la France à un certain moment. Mais le modèle qu'il veut développer est tout à fait un peu bancal, on peut dire. Il veut dans sa vision multilatéraliste, il veut rester un partenaire d'autres puissances, d'autres pays. Par exemple, la Russie, c'est dans ce cadre qu'il inscrit son déplacement à Moscou. Seulement, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions avec cette visite qui nous amène à sortir du simple logiciel de quelles sont les relations entre Kaka et la France. C'est quelle est la dynamique des nouvelles relations entre le Tchad et ceux qui ont été pendant la période post-transition, non, la période de transition immédiate, la période de départ, du début de la transition, et quelles sont les évolutions, les dynamiques de cette relation, et comment cette relation avec la Russie peut se développer. C'est là la complexité de l'enjeu tchadien aujourd'hui. Voilà. Alors, moi, je voudrais également savoir, est-ce que Mahamat Déby à Moscou, la France va-t-elle perdre son allié privilégié au Sahel? À Paris et à Washington, ça grince des dents. Ça grince des dents. Surtout que Blinken est sur le continent africain actuellement. Il est en tournée. Et dans cette tournée, il voulait resserrer les liens avec ceux qu'il identifie comme étant les partenaires potentiels des États-Unis. On sait que les États-Unis ont manœuvré pour avoir Succès Masra à la tête du Tchad. Blinken n'est pas allé au Tchad. À cette période, Lavrov, qui était en déplacement il y a de cela 3 jours, Lavrov a commis une communication au cours de laquelle il présente le Tchad comme un partenaire, tenez-vous tranquille, écoutez bien, un partenaire sérieux de la Russie. C'est Lavrov qui le dit, partenaire sérieux de la Russie. À partir de ce moment, on se pose beaucoup de questions. On sait qu'avant son décès, Idriss Déby, le maréchal, le grand maréchal, paix à son âme,
le digne panafricaniste, parce que défenseur de la cause panafricaniste à la fin de son règne, le digne maréchal avait engagé un projet avec les Russes qui visait à signer un accord de coopération militaire. Au nom de cet accord de coopération militaire, le président Déby Itno s'était engagé à limiter le potentiel d'intrusion de combattants tchadiens sur le territoire du Centrafrique. Et le président tchadien s'était engagé désormais à suivre les voies du monde multipolaire. D'ailleurs, vous vous souvenez que lors de sa campagne en 2020, il s'est montré très remonté contre la junte française, mais également contre les Occidentaux, à qui il a d'ailleurs imputé le projet de mandat à vie qu'on lui a collé comme étant la manifestation de son côté dictatorial. Exactement. En parlant du monde bipolaire, vous savez que les autres pays de la CEMAC ont engagé un pas et il ne manquait que le Tchad et même le Gabon. Tout à fait. Donc, il reste Idriss Déby est dans cette logique. Pour l'instant, on ne va pas dire qu'il est dans cette logique. Pourquoi? Parce que son déplacement au niveau de Moscou, c'est quand même 3 ans après l'invitation des autorités russes à accélérer la coopération militaire avec le Tchad. Dès qu'il prend le pouvoir, les spécialistes russes se disent prêts à venir moderniser la flotte aérienne du Tchad et même assurer la maintenance de la flotte existante. Question d'approfondir les relations entre les deux pays. Les autorités du même Mahamat Kaka se sont montrées un peu distantes. Elles n'ont pas répondu favorablement, elles sont restées à distance. Cependant, ils avaient quand même continué des négociations dans ce sens. Et le général Daoud, qui a été démis, était le général Daoud Yahya Brahim, qui a été démis il y a quelques jours parce qu'il y a eu un scandale. Il a été piégé par certainement des éléments internes qui sont pro-français, qui le voyaient d'un mauvais œil et qui ne voulaient plus de son influence auprès de son neveu Kaka Déby. Donc, le général Daoud avait mené cette mission. Et c'est le général Daoud qui était carrément l'interlocuteur entre les Russes et les Tchadiens. À partir du moment où le général Daoud a été consécuté, les Français se disaient qu'ils ont désormais la main totalement sur le dossier tchadien. Alors, la révélation de Lavrov, qui présente le Tchad comme un partenaire sérieux, nous amène à réfléchir sur le contenu du mot sérieux pour les Russes. Est-ce que le Tchad est un pays avec lequel ils comptent déjà dans la vision multipolaire du monde aujourd'hui? Est-ce que le Tchad est un partenaire stratégique de confiance dans la résolution de la crise sécuritaire au Centrafrique, c'est-à-dire la sécurisation totale du Centrafrique? Là sont les grandes interrogations. Et pour nous, quand vous regardez le communiqué de la présidence de la République du Tchad qui a été commis, ce communiqué dit que il y aura plusieurs domaines de coopération qui vont être abordés. On sait que la coopération classique entre le Tchad et la Fédération de Russie, c'est une coopération culturo-scientifique. Vous avez des étudiants tchadiens, d'ailleurs c'est une colonne, une bonne partie de cette diaspora qui a reçu le général Mahamat hier quand il est arrivé à Moscou. Donc, vous avez cette coopération culturo-scientifique qui est classique. Vous avez une coopération militaire qui est embryonnaire, elle n'est pas encore très développée, même si l'armée tchadienne utilise quand même les hélicoptères 1017 et 1024. Vous avez la coopération
Dans le domaine de l'énergie, là encore, il y a beaucoup de choses à observer parce que dans le domaine des énergies, le partenaire stratégique, c'est les États-Unis. Vous avez Texon qui était encore le principal actionnaire sur le pipeline Tchad-Cameroun et sur l'exploitation des plateformes pétrolières au Tchad. Aujourd'hui, ça a été nationalisé. Donc, certainement, voilà des domaines qui pourront être ouverts. Il y a même aussi des mines. Hein. Les nouveaux domaines qui pourront être ouverts à la coopération. Il y a le domaine minier également. Et le domaine minier, c'est aussi intéressant parce que les Russes ont développé une coopération il y a quelques jours avec le Centrafrique à l'effet de créer au Centrafrique une industrie minière moderne. Vous avez également des domaines qui peuvent être abordés, qui sont des domaines stratégiques. Ces domaines, certainement, ils n'en parlent, des informations ne vont pas filtrer là-dessus. Les domaines stratégiques, c'est quoi? C'est certainement la question de l'élection présidentielle au Tchad, parce que Mahamat Déby Itno a compris très certainement avec les développements que nous avons réalisés sur les différentes plateformes panafricanistes, nous avons montré que l'enjeu désormais au Tchad, c'est les présidentielles. Et dans le cas des présidentielles, vous avez un succès Masra qui est exactement comme l'a été Ouattara, en embuscade, attendant simplement la dernière minute pour jouer son joker. Et le président Mahamat, qui sait que derrière Succès Masra sont tapis des monstres comme les États-Unis, certainement, il a besoin d'un allié de poids avec lequel il peut contrecarrer l'influence états-unienne. Mais s'il doit contrecarrer l'influence états-unienne, cela veut dire que le président Déby devra donc aller à une solution non plus médiane, mais une solution très décisive qui l'alignera finalement soit dans le bloc multipolaire, soit le maintiendra dans les pays hésitants qui sont à cheval et en ballottage favorable dans le monde unipolaire, le monde des États-Unis. Donc voilà un peu l'enjeu stratégique de cette visite au niveau de Moscou. Et nous, panafricanistes, nous sommes en train de discuter. Je crois que dans les développements, on va aborder de nouveaux aspects. Très bien. Alors, revenons sur les relations qui existaient entre le Tchad et la France et qui ne se souvient pas en effet de la façon dont le locataire de l'Élysée, après la mort de Driss Déby Itno, a adoubé le fils et a soutenu justement la succession au pouvoir il y a à peu près 3 ans, au motif que le Tchad était un verrou important dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et que si ces verrous devraient sauter, c'est toute la sous-région sahélienne qui en pâtirait. Vous affirmez? Non, je ne crois pas. Je crois que oui, dans la déclaration, dans la conception, si le Tchad connaît une déflagration, l'on pourra avoir finalement l'onde de choc qui se répand sur l'ensemble de la sous-région. Mais il faut revenir à l'élément. D'abord, il y a une réalité. Les médias français disent que c'est M. Macron qui a adoubé le général Mahamat. C'est faux. C'est faux. Arab News, qui est un journal très sérieux, Arab News, revient dans les détails de cette succession Déby. 15 généraux tchadiens, dont des généraux proéminents comme le général Daoud, vont se décider à la mort d'Idriss Déby. Or, le général Daoud, comme nous l'expliquions, c'est des généraux qui tenaient la coopération pour la plupart. Parmi les généraux proches, c'est des généraux qui tenaient la coopération avec Moscou. Et ils voulaient, pour ces généraux, que cette coopération avec Moscou s'approfondisse. Donc, c'est les 15 généraux qui vont décider de faire du jeune général Mahamat le nouveau patron des autorités tchadiennes. Ils seront soutenus dans leur décision par les pairs de la CEMAC, notamment la présidence de la République du Cameroun, qui jouera un rôle majeur. Les confidences de quelques autorités, hautes autorités au niveau du Tchad, nous ont fait comprendre que la médiation, par exemple, du chef de l'État camerounais
a permis d'apaiser un ensemble de tensions qui étaient naissantes, y compris dans la famille Déby. Et cela a amené à la désignation de Déby. La France a fait une récupération, exactement comme la France le fait toujours dans les solutions tchadiennes. Vous avez par exemple une solution tchadienne qui a été récupérée, travestie par la France, c'est le G5 Sahel. C'était une conception géopolitique du président Idriss Déby Itno. Mais la France, ayant flairé l'absence de capitaux pour financer une telle initiative, s'est porté garant de l'initiative et a finalement récupéré l'initiative et a dépossédé le Tchad du contrôle de cette initiative militaire. Vous voyez que cette solution, si elle a été récupérée par Paris, Paris a cette culture au Tchad. C'est parce que Paris a cette culture au Tchad. Et donc, Paris a à nouveau refait la même chose lorsqu'il s'est agi de la désignation du nouveau président de transition au Tchad. Donc, voilà ce qui s'est passé réellement pour la désignation de M. Mahamat Kaka. Paris n'a jamais véritablement contrôlé Mahamat Kaka directement. Paris a toujours procédé par des proxys, c'est-à-dire des individus qui, au sein de l'establishment tchadien, ont acquis leur place par des voies tout à fait peu recommandables. Parfois, c'était des anciens rebelles, parfois, c'est des rebelles convertis en hommes politiques, parfois, c'est des hommes politiques menaçant de faire la rébellion s'ils n'ont pas une position dans le pouvoir. Donc, ce genre de personnes que Paris tient, et même parfois certains leaders d'opinion, ce genre de personnes, Paris les a utilisés pour faire pression sur le président Kaka Déby, qui, en cette période, n'avait pas besoin d'une adversité, car il affrontait en face le FACT. Le FACT qui est une co-création franco-qatari. Donc, d'ailleurs, vous savez que le patron du FACT est un militant du Parti Socialiste Français et qui n'a jamais été radié de la liste du Parti Socialiste Français. Il reste un bon militant du Parti Socialiste Français, quoique un très dangereux rebelle dans son pays. Donc, vous avez cette réalité du FACT qui était là. C'est les enjeux auxquels le président Kaka devait faire face. Kaka, pendant qu'il devait se remettre, que les Français étaient en train de prendre le contrôle, et étaient en train de prendre finalement le contrôle de sa politique. Parce que lui, directement, il ne le contrôle pas. Contrôler un homme, c'est bien plus complexe. Il ne le contrôle pas, mais prendre le contrôle de la politique, c'est-à-dire lui opposer un ensemble de contraintes qui le mènent vers un certain couloir politique. Les États-Unis ont posé une action qui est venue contrebalancer celle française. Exactement. Et qui aujourd'hui donne les coudées franches au président Kaka. Son invitation à Moscou, c'est certainement parce que le président Vladimir Poutine dispose de leviers qui peuvent l'aider à s'en sortir dans son pays. Nous croyons que le président Vladimir Poutine a aujourd'hui une meilleure lisibilité sur la question du Tchad et qu'à partir des éléments qu'il a définis comme étant pertinents, il estime qu'il peut avoir un entretien avec le président Kaka. Il faut noter que Kaka n'avait pas été de l'expédition du forum Russie-Afrique. Donc, son absence avait certainement créé une situation de point d'interrogation au niveau de Moscou. Qu'à cela ne tienne, le président Vladimir Poutine, qui sait combien est stratégique l'enjeu du Centrafrique, mais également l'enjeu du Soudan, parce que de la question tchadienne découlent les questions secondaires comme le Centrafrique et le Soudan, et des questions encore sous-jacentes comme celle du Grand Sahel avec l'AES. Le président Vladimir Poutine, sachant quel est l'enjeu stratégique dans toutes ces régions, essaye de toucher le dernier verrou sur lequel repose l'influence occidentale. C'est le Tchad. Au Tchad, vous avez les États-Unis et toutes les puissances de l'OTAN. Et de l'autre côté, vous avez la France qui particulièrement veut considérer le Tchad comme étant sa chasse gardée. Donc ces enjeux-là, certainement, le président Vladimir Poutine a eu une meilleure lisibilité et il veut partager avec le président Kaka
un ensemble de stratégies qui pourraient permettre au Tchad à terme de s'émanciper de l'influence des puissances occidentales. Restons justement dans cette relation qui existait entre le Tchad et justement la France. Et à vous entendre parler, est-ce qu'au nom donc de l'impératif sécuritaire, on a fermé les yeux sur ce qui semblait être un coup d'État constitutionnel? C'est d'ailleurs pour cette raison que nombreux des contempleurs de la France crient aux 2 poids, 2 mesures, dans la mesure où ce n'est pas le même traitement qui est réservé aux autres qui ont essaimé justement ces dernières années en Afrique. Tout à fait. Il y a eu un traitement favorable et nous l'avons toujours dénoncé, ce traitement bizarre de la junte française vis-à-vis des autorités tchadiennes. Elles avaient pris pour habitude de traiter les autorités maliennes de junte malienne, de traiter les autorités burkinabè de junte burkinabè, et à contrario, n'utilisaient pas le même qualificatif quand il fallait s'adresser ou bien quand il fallait désigner les autorités tchadiennes. Et même guinéennes. Mais ce 2 poids 2 mesures cache un autre jeu. C'est ça cache de nouveaux enjeux. Ce 2 poids 2 mesures crée un enjeu secondaire qui est celui suivant lequel, dans l'opinion générale, la France veut passer le message suivant lequel elle contrôle le Tchad. C'est-à-dire que pour la France, c'est de faire mauvaise fortune, bon cœur, en donnant l'impression que la situation au Tchad est essentiellement une situation qu'elle contrôle. Ben, si la France contrôlait autant la situation au Tchad, pourquoi Succès Masra, qui va dire dans les chaînes françaises que la France n'est pas une sorte de Nangaboko, selon ce qu'on dit au Cameroun de manière triviale, c'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas camerounais, que la France n'est pas une sans domicile fixe. Pourquoi il irait le dire si la France contrôlait vraiment le Tchad dans les médias français? Vous savez que lorsque vous tenez un propos irrévérencieux vis-à-vis de la France et que vous dépendez vraiment de la France, vous ne pouvez avoir accès à aucun poste de privilège dans votre pays. Mais comment se fait-il que Succès Masra l'ait fait? C'est essentiellement parce que, justement, Succès Masra sait que lui, il dépend des États-Unis et donc il dépend de plus costaud que la France. Il peut donc se permettre ses libertés. Et si Succès Masra est rentré à partir d'un semblant, d'une pseudo-réconciliation, et qu'il est devenu Premier ministre, eh bien, c'est la preuve manifeste que la France se contrôle par la transition tchadienne. Cette transition leur échappe. Cette transition est à un autre niveau géopolitique. Il y a plusieurs enjeux au Tchad qui font que les acteurs veulent se réapproprier le contrôle de l'ensemble du jeu. Donc, il ne faut pas voir dans les déclarations de Paris la preuve factuelle qu'il contrôle, mais il faut y voir la projection d'une ambition. Et maintenant, si vous revenez donc sur la réalité, le fait pour Mahamat Déby d'aller à Moscou confirme une chose. C'est qu'ayant constaté la montée en puissance de la stratégie du département d'État via Succès Masra au Tchad, il sait qu'il ne peut pas compter sur Paris pour bloquer la montée de Succès Masra. Il sait qu'il a besoin du monde multipolaire. Il sait d'ailleurs que ce monde multipolaire peut lui prêter main forte dans la mesure où un autre dossier corrélatif à la solution tchadienne, c'est le dossier du Soudan. À l'heure où nous parlons, plus de 70% du territoire du Soudan est sous le contrôle du général Dagalo. Le général Dagalo, celui qui est le général Dagalo, oui, celui qu'on appelle communément Emeti. Alors, qui est Emeti? Emeti est un oncle éloigné du général Mahamat. Emeti est un allié de poids du général Mahamat. D'ailleurs, et nous allons le dire pour sa propre décharge, le général Mahamat
a été incité par les Français à les laisser créer une base militaire à la frontière soudano-tchadienne. Mais qu'a-t-il fait? Malgré la multiplication des bases militaires françaises sur son territoire, il leur a dit que la frontière soudano-tchadienne devait être prioritairement sécurisée par les forces tchadiennes. Et particulièrement les forces de la garde nomade. Je sais pourquoi je cite tous ces éléments. Le président Mahamat a une partie de sa famille, par sa mère, il est Goran. Or, les Goran et les Akawa, le clan de son père, sont deux ethnies rivales. Et le général Mahamat s'appuie aujourd'hui sur la garde nomade qui est en grande partie Goran pour les grandes missions de sécurité au Tchad. Pourquoi? Parce qu'il s'est posé sous le général Déby la question Zakawa de manière très pertinente au niveau du Tchad. Ça, nous sommes dans les meilleurs de la géoethnie au niveau du Tchad. Et le général Mahamat veut aujourd'hui apaiser les tensions qui existent entre les différentes communautés du Tchad et avec comme principale conflictualité l'ethnie Zahawa. Il va donc utiliser l'ethnie de sa mère, les Goran, pour diminuer l'influence des Zahawa au niveau du Tchad. Il souhaite élargir davantage ce travail pour avoir une armée beaucoup plus représentative. Parce que la véritable institution de stabilisation du Tchad, c'est l'armée. Or, de l'autre côté, je vous ai parlé des Emeti. Emeti est un gros soutien dans la mesure où les Français, qui ont une relation privilégiée avec beaucoup d'élites Zahawa, les Français étaient tentés ou bien seraient tentés d'utiliser les Zahawa qui sont présents dans la région du Darfour pour lancer une offensive contre le général Mahamat. Donc, vous voyez les enjeux. Or, Emeti est proche des Russes. Et les Russes qui savent aujourd'hui qu'Emeti est en pole position pour récupérer le pouvoir à Khartoum, les Russes ont les moyens d'apporter leur soutien au général Mahamat. Donc là, vous avez brossé un peu les enjeux stratégiques de cette visite du général Mahamat Déby au niveau de Moscou, chez le président Vladimir Poutine. Très bien. Alors là, à vous entendre, en tout cas, à écouter votre développement, on sait que beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Eh bien, le Tchad, où l'armée française entretient encore un contingent des milliers d'hommes, est le dernier partenaire privilégié de la France au Sahel, après justement le retrait contraint et forcé des militaires français du Mali en août 2022, au Burkina Faso en février 2023 et du Niger en décembre 2023. Chacun de ces trois pays s'est rapproché même au même moment de la Russie, notamment sur le plan militaire. Et c'est pour ça que je repose la question, est-ce à dire que Mahamat Idriss Déby Itno veut entrer dans la même logique que ceux du Sahel, c'est-à-dire notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Est-ce qu'il pourra y entrer? Est-ce qu'il ne pourra pas y entrer? Ce serait un peu lié dans une boule de cristal. Parce que nous avons expliqué un peu de manière plus approfondie comment se présente la situation actuellement au Tchad. Parce que c'est quand même très audacieux le fait que la base militaire, je vous relance, que la base militaire soit quand même au Tchad et d'aller maintenant chercher justement cette coopération militaire du côté de la Russie. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Ce scénario est possible, à une condition. La condition, je salue le mouvement Umoja au niveau du Tchad, je salue tous les panafricanistes du Tchad et c'est pourquoi je veux insister sur la condition. La condition, c'est que les panafricanistes du Tchad réussissent à taire les querelles communautaires
que certains ont voulu attiser, notamment les Success Masra au niveau du Tchad. Que les panafricanistes tchadiens créent un consensus autour du chassement de l'impérialisme occidental au Tchad. C'est la seule condition. Vous ne pouvez avoir un rapprochement pertinent sur le plan militaire avec la Russie que si le peuple tchadien décide de lui de procéder à des actions qui visent, des actions populaires qui visent à dénoncer et à demander le départ des forces étrangères occidentales. Ça doit être là le principal cheval de bataille des sociétés civiles et de la société politique tchadienne. Elle doit s'organiser pour taire toute querelle intestine, toute querelle fratricide. Discréditer tout acteur qui envenime le débat communautaire. Tout acteur qui se rend coupable de repli identitaire sur des bases communautaires au Tchad. Je parle des acteurs comme les Success Masra. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres qui sont dans le nord du Tchad. Que le débat communautaire soit totalement maîtrisé par les panafricanistes. À cette seule condition, nous faisons une chose. Nous déconstruisons à ce moment-là tout l'argument géoethnique qui avait été mobilisé par les colons et par les néocolonialistes pour diviser les Tchadiens. Et nous reconstruisons une nouvelle conflictualité entre le peuple tchadien et l'impérialisme occidental. Cet impérialisme qui est néocolonialiste. Cet impérialisme qui n'a que pour projet de faire main basse sur les ressources stratégiques du Tchad. Quand je parle des ressources stratégiques du Tchad, vous avez parlé des minerais. Vous avez parlé des énergies. Et les énergies, on sait que le Tchad est un grand producteur pétrolier d'Afrique. Je crois le 3e grand producteur de pétrole. Exactement. Non pas le 3e, je crois le 4e ou le 5e. Il est quand même dans le top 5. Le top 5. Parce que nous avons le premier, c'est le Nigeria, le 2e, l'Algérie, le 3e, l'Angola, le Tchad, le 4e. Oui. Donc, effectivement, il faut que les Tchadiens se donnent la main. Que les sociétés civiles du Tchad s'organisent. Et que ensemble, main dans la main, en taisant tout conflit fratricide, les affaires de dynastie, tout ça, c'est un leitmotiv, c'est un narratif occidental. George Bush, fils, George Walker Bush, fils de George Bush, George Walker Bush, fils de George Walker Bush Jr., fils de George Walker Bush, n'a-t-il pas été président aux États-Unis? Le frère de George Walker Bush n'est-il pas en train d'envisager devenir lui aussi président aux États-Unis? Pourquoi quand là-bas ça se transmet de père en fils, on ne parle pas de la dynastie, la monarchie états-unienne? On parle de démocratie. En Afrique, c'est la dynastie. On crée des situations inédites en Afrique parce qu'on sait que nous sommes manipulables. Et on crée cela dans le but justement de nous diviser. Donc les Tchadiens doivent taire ce genre de débat. Ils doivent taire cette conflictualité qui est toujours orientée contre le gouvernement. Ils doivent faire une chose. L'unité totale du peuple tchadien qui parle d'une seule voix et demande le départ des bases militaires françaises. Et même, j'ai entendu que cette fois-ci, les Hongrois, qui n'ont aucune histoire avec le Tchad, les Hongrois qui sont une petite enclave, parce que l'histoire de la Hongrie, si on la raconte ici, beaucoup de gens auront peur. Les Hongrois ne sont même pas des Européens. Les Hongrois ne sont même pas des Slaves. Les Hongrois, c'est un peuple à part. Donc, ces Hongrois qui décident d'envoyer 400 soldats dans un pays qui est en paix, de manière inexpliquée,
sous un prétexte fallacieux, il faut demander leur départ. C'est ce que les sociétés civiles, la société politique tchadienne doit s'atteler à faire. Nous demandons l'unité des forces sociales et politiques du Tchad pour chasser les bases militaires sur leur territoire. Très bien. Je pense qu'on n'en est certainement pas encore là, mais difficile quand même de penser que ce qui est arrivé à la France dans les 3 pays sahéliens surdimensionnés, en tout cas surmentionnés, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, n'aura pas d'impact d'une manière ou d'une autre sur ces troupes basées du côté du Tchad. Parce que moi je suis toujours dans cette logique et je vois quelque chose qui est en train de vouloir se faire du côté de Moscou. Je crois qu'il ne va pas rentrer comme il est parti. Il y a certainement quelque chose qui va changer au Tchad. J'insiste. Que, vous savez, nous avons expliqué la géopolitique. La géopolitique ne dépend pas du sentiment que nous avons. Oui. La géopolitique, c'est une configuration des rapports de force sur le terrain. Si vous êtes Mahamat, vous faites très attention. Nous parlons du Tchad, nous sommes ici à Douala. Oui, n'oublions pas. Mais mon frère, si vous êtes au Tchad, vous n'avez jamais vu un homme qui va au restaurant avec une arme à feu dans sa voiture. Vous n'avez jamais vu ça à Douala. À Douala, même quand quelqu'un a une arme à feu, parfois, ça reste, c'est très caché. Au Tchad, même dans les lycées, lorsque pour une affaire de petit ami, ça dégénère, vous voyez les gens se tirer dessus. Il faut assister à ça pour comprendre ce que c'est que le Tchad. C'est un pays où vous ne pouvez pas avoir le même niveau d'analyse du risque de perdre votre vie que d'un pays comme le Cameroun ou bien un pays comme le Gabon. Vous devez toujours prendre ces paramètres en compte. Oui. Au niveau du Tchad, il y a un rapport de force qui existe. Nous l'avons expliqué. Vous avez un rapport de force qui va jusqu'au Sud-Soudan. Le Darfour que nous parlons souvent, le Darfour que nous abordons souvent. Le Darfour, c'est une création. Le Darfour est une création d'Idriss Déby Itno. Le Darfour, le problème du Darfour, vous ne le saviez peut-être pas. Le Darfour que vous entendez, que nous Africains, on a développé, le Darfour, la guerre du Darfour, le Darfour, c'est un problème qui a été créé par Idriss Déby Itno. La guerre du Soudan, Idriss Déby Itno l'a fabriqué avec les alliés occidentaux. Donc, quand vous parlez du Tchad, tenez compte de la réalité au Soudan. Tenez compte de la réalité en Centrafrique. Et aujourd'hui, nous assistons peut-être au dénouement de la situation tchadienne. Parce que le Tchad a été scellé, le sort du Tchad a été scellé en 1965 lorsqu'on a découvert les gisements pétroliers de Doba. Que le président Tombalbaye, le premier président du Tchad, a décidé que les gisements pétroliers de Doba allaient être exploités par d'autres puissances que la France. Et que ces gisements allaient profiter à l'ensemble du Tchad. Les Français ont actionné une rébellion portée par Ngoukouni Wedei. Cette rébellion portait essentiellement comme discours: les nordistes sont gardés illettrés parce qu'on ne veut pas faire des élites du Tchad. On ne veut pas qu'ils participent au grand partage des richesses du Tchad. On a présenté le Tchad comme un gros gâteau à partager entre quelques personnalités égocentriques. Voilà là où le sort du Tchad a été scellé. Quand vous perdez de vue cela, vous pouvez également perdre de vue les enjeux actuels. C'est cette géoethnie qui perdure au Tchad. Le jeune général Mahamat a été, il faut le dire, très fébrile. Nous avons toujours dénoncé le fait qu'il soit mou. Mais il est dans un contexte particulier. Un contexte où ses oncles Zarawa croyaient que le Tchad leur appartient. Parce que la France a dressé beaucoup de chiens de chasse
parmi les Arawa dans le but de créer une crainte même chez le président Idriss Déby Itno, le maréchal du Tchad. Et cette crainte, c'était celle suivant laquelle, s'il désobéit aux Français, un autre Zahawa peut arriver au pouvoir. Et vous savez que c'est le mécanisme par lequel les Français tiennent les pouvoirs en Afrique. On crée toujours un pseudo-rival. On crée des pseudo-rivales qu'on positionne comme étant de potentiels remplaçants de celui qui est présenté comme le président. Et chaque fois qu'on veut obtenir quelque chose du président, on actionne un levier de menace. C'est-à-dire, on actionne un des pseudo-rivaux. Et quand le président a peur, on lui rappelle que ta sécurité, c'est quand même nous qui l'assurons. Donc, c'est le mécanisme de domptage de la France-Afrique qui voulait être utilisé contre lui. Il est en train de réorganiser son système de sécurité. La garde républicaine était totalement contrôlée par les Zahawa. La garde nomade est contrôlée par les Goran. Le président est en train de redonner donner à la garde nomade un ensemble de pouvoirs pour essayer d'équilibrer la prééminence qu'avaient les Zahawa. Cela va également avoir un autre impact. C'est que l'ennemi Zahawa va perdre cette position privilégiée qu'elle s'était constituée. Et va donc être amené à discuter avec les autres communautés sur la même table. C'est ce que veut créer le général Mahamat. Et ça, c'est quelque chose de très délicat. Vous avez vu en 2023, il a été obligé au mois de juillet de limoger une quarantaine de généraux. Une quarantaine de généraux. Ces gestes s'inscrivent dans un agenda stratégique. Parce que s'il ne fait pas ça, l'argument géoethnique qui consiste à diviser les Tchadiens risque d'être mis en branle par les Occidentaux dans le cadre même de ce qu'on appelle dans les prochains jours les présidentielles au Tchad. Au Tchad. Très bien. Alors, disons que ce séjour donc, de Mohamed Idriss Déby, fils, intervient, ne l'oublions pas, à seulement quelques jours du premier anniversaire de la répression sanglante des manifestants qui protestaient justement, c'était le 20 octobre 2022, contre la prolongation de la transition de 24 mois supplémentaires et le maintien de Mohamed Idriss Déby à la tête. Pour nous, ces chances de suivi à la tête du Tchad dépendent essentiellement d'un ensemble de stratégies qu'il mettra en place. Son voyage à Moscou va certainement avoir au cœur les enjeux dans la sous-région, et Moscou maîtrisant le jeu aujourd'hui au Centrafrique et de plus en plus au Soudan, parce que Emeti, allié des Russes, est en train de prendre le dessus sur Al-Bourhan. Kaka Déby n'aura une seule hypothèse à exploiter. C'est s'appuyer sur les soutiens existants de Moscou dans la sous-région pour sauver sa tête à la tête du Tchad, et certainement cette fois-là sauver également le Tchad de la main basse qui avait été faite par les puissances occidentales. Très bien. Je rappelle que la Commission nationale des droits de l'homme du Tchad parle de cette répression qui a fait 128 morts. 6 mois après, 259 des 262 personnes condamnées dans cette affaire ont été graciées. Ce n'est donc pas interdit de penser que la situation au pays de François Tobal Mbaye a pu être donc au menu des échanges entre les deux hommes, justement, va être entre les deux hommes, justement, Vladimir Poutine et le président Mahamat. Cela d'autant plus que le Tchad a besoin d'argent pour retrouver une vie constitutionnelle normale aussi, parce que on est là, on fait des projections pour les présidentielles. Vous parliez tout à l'heure des présidentielles qui a venir. Tout à fait. Donc le Tchad a besoin quand même de soutien pour les autres partenaires. Quel que soit, on a parlé tout à l'heure de plusieurs partenariats, notamment dans tous les secteurs de la vie sociale. Mais il y a aussi que le grand événement, c'est
sont les présidentielles et le Tchad a besoin de soutien. Le Tchad aura besoin de soutien. Vous savez, en la matière, le soutien financier, c'est toujours les puissances occidentales qui l'apportent parfois sous la base de conditions. Hein, comme ils ont un intermédiaire local qui est très prisé en la personne de monsieur Success Masra, ils vont certainement apporter les fonds pour cette présidentielle, mais les Tchadiens ne doivent pas perdre de vue que nous sommes en train d'entrer dans une phase très délicate de l'histoire de l'Afrique. Les Tchadiens n'ont pas le droit de trahir l'Afrique. Le président Kaka Déby doit nécessairement prendre le train du panafricanisme. Vous savez, on a eu cette récrimination assez amusante de la part d'un des proches du général Kaka lorsqu'il a donné une interview à la chaîne mère Afrique Média, la fois citée l'année dernière. Ce proche du président Kaka il nous a demandé, est-ce que vous voulez qu'on tue aussi le fils comme on a tué le père? Vous comprenez que si les craintes sont à ce niveau, ça veut dire que le président, lui, certainement, il n'est pas encouragé par beaucoup de personnes de son entourage. Mais l'avenir, c'est le panafricanisme. Il faut donc qu'autour de toute la dynamique panafricaniste, il y a un consensus qui amène le président Kaka à se ranger dans le camp du panafricanisme. Il faut que cette dynamique se mette en place. Il faut que cette dynamique porte un discours fort et que cette dynamique dénonce les bases militaires occidentales au Tchad. Nous voulons voir les panafricanistes tchadiens sortir et assumer le combat en montrant à la jeune française et aux États-Unis que désormais le Tchad n'est plus une enclave coloniale. Le Tchad est désormais un pays qui se veut indépendant et prêt à défendre sa souveraineté. Voilà qui est dit. Voilà qui est dit. Je pense que le message est passé, toute chose qui nous conduit justement en sport. Et ça me permet de saluer une dame qui est justement à côté de vous. Fabiola, bonjour. Bonjour Alain, bonjour aussi à nos chers téléspectateurs sur le plateau. Non, pas sur le plateau, nos chers téléspectateurs où il se trouve, je voulais dire notre consultant sur le plateau. C'est bien cela, je crois que c'est bien cela, il y a aussi un peu d'émotion justement avec la victoire du Cameroun d'hier. Allez, générique et on revient après. Allez, retour sur ce plateau pour justement parler du sport et Fabiola est là ce matin. Fabiola, alors on commence d'abord par le match des Lions indomptables hier. Comment est-ce que vous avez vu le match? Il y a eu des palpitations quand même. Le cardio, non, comme on dit au Cameroun. Non, le match c'était vraiment le cardio comme vous avez dit. Il y a un acteur footballeur qui a dit que le Cameroun c'est le producteur officiel de l'émotion. De l'émotion, exactement. Parce que le match, c'était héroïfique de la part des Lions indomptables. Exactement. Donc, ils ont fait, on peut dire ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, en fait. Absolument, parce qu'il fallait une victoire. Et puis maintenant, il leur reste un morceau dur à croquer. Oui, en huitième de finale, ils vont rencontrer le Nigeria. Bon, pour certains, c'est une grosse équipe. Donc, c'est une grosse équipe à laquelle les Lions indomptables doivent bien se préparer. Mais on se rappelle aussi qu'en 2000, les Lions indomptables ont battu
le Nigeria exactement. à la Coupe des Nations. Bon, espérons que peut-être ça peut... Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Alors, tout de suite, on entre avec donc, la CAN 2023 avec Alassane Ouattara qui lance un appel au calme. Alors, vous savez que la désillusion de l'autre fois des éléphants lundi face à la Guinée équatoriale n'a pas encore été digérée par les supporters des éléphants. Et depuis hier, les appels pour la démission du président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, et le limogeage de Jean-Louis Gasset, sélectionneur, se comptent par milliers sur les réseaux sociaux et sur les médias locaux, et aussi des propos un peu hostiles à l'endroit des éléphants et autres. Mais en tant que père de la nation, Alassane Ouattara lance un appel au calme. Il demande à la population de se calmer. Et il a même demandé à la population d'appliquer la citation de l'ancien président Houphouët-Boigny qui disait « Découragement n'est pas ivoirien » parce qu'il a vu que peut-être sa population était découragée. Oui, exactement, découragée parce que quand même 4 buts à 0, celui qui chez eux c'est quand même trop d'émotions, c'est vraiment trop demandé. Et tout de suite aussi avec le Ghana, et puis le Ghana, c'est qui la curiosité, c'est le Ghana, la fédération vire le sélectionneur de l'équipe nationale. Oui, Alain, Ghana Football Association, dans la fédération ghanéenne de football, n'a pas perdu le temps. Quelques heures seulement après l'élimination des Black Stars dès la phase de groupe de la CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire, l'instance a annoncé le limogeage du sélectionneur des Black Stars, dont son nom Chris Houghton, dont la lettre... Bon, c'était dans un communiqué. Le communiqué a paru hier soir. Le conseil exécutif a également pris la décision de dissoudre le staff technique des Black Stars. Donc, rappelons qu'après sa défaite, l'équipe du Ghana initiale face au Cap-Vert, le Ghana s'est s'abordé à 2 reprises face à l'Égypte et lundi contre le Mozambique, 2 buts à 2, donc 3 matchs, 3 défaites. Et une défaite et 2 matchs nuls. Il faut rappeler, c'est pas quand même 3 défaites. Encaissant des buts des suites d'une grossière erreur défensive. Mardi soir, suite au dénouement du groupe C, les quadruples champions d'Afrique, il faut le rappeler, ont officiellement appris qu'ils n'ont plus aucune chance de faire partie des mieux 3e qualifiés pour la 8e de finale. C'est ce fiasco qui a donc entraîné le limogeage de leur sélectionneur qui se trouvait déjà sur la sellette avant la CAN et qui avait été vivement pris à partie par des supporters après la défaite contre le Cap-Vert. Très bien, laissons le football de côté, mettons le football de côté et parlons justement de la CAN 2024 de handball messieurs. Eh bien, les Verts d'Algérie se qualifient avec brio aux demi-finales. Oui, Alain, il faut rappeler qu'en dehors de la CAN football qui se déroule en Côte d'Ivoire et aussi la CAN handball monsieur qui se déroule actuellement en Égypte, la sélection algérienne de handball monsieur s'est qualifiée pour les demi-finales du championnat. Et cette CAN se déroule jusqu'au 27 janvier. Et à l'issue de sa victoire devant la RD Congo, dont la République démocratique du Congo, sous un score de 36-23 en quart de finale. Le match s'est disputé hier. En demi-finale prévue le jeudi 25 janvier, les camarades de Massaou affronteront le Cap-Vert, facile vainqueur du Maroc, sous un score de 31-22. Oui, c'est tout pour le handball, monsieur. Voilà pour ce qu'il fallait dire justement ce jour, ce qui concerne la rubrique de sport. Alors, quel est le mal que vous pouvez souhaiter à l'équipe du Cameroun pour la suite de la compétition? Bon. On n'a pas que souhaiter bon, comme hier, bon, d'aller jouer et gagner, parce que c'est l'essentiel en fait. L'essentiel c'est de gagner. L'essentiel c'est de gagner. L'essentiel de gagner. Pas l'essentiel c'est de participer, pas Pierre de Coubertin. Bon, c'est aussi participer, mais il faut aussi gagner. Non, vous allez dire, ça sont les Ivoiriens. ça concerne les Ivoiriens. C'était, pour eux, c'était de participer. Merci Fabiola d'avoir été là ce matin. Je crois que demain sera notre jour. Oui, c'est un autre jour. Demain, à demain. À demain. Alors, on revient un peu, hein, on fait un break en sport là.
avec Jonathan. Jonathan, je reviens quand même sur les propos du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui sort de son silence pour quand même appeler au calme, parce que les émotions ont été au-dessus justement du peuple ivoirien, n'ont pas digéré la défaite des éléphants. Vous savez, il y a quelque chose que l'équipe du Cameroun et l'équipe de Côte d'Ivoire partagent. Hein? C'est que quand vous les voyez jouer, c'est pas toujours le mental qu'on attend. Exactement. C'est des joueurs qui jouent parfois à l'économie. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent produire avec un tel jeu. Même si hier, les Lions indomptables ont fait preuve d'un peu plus d'audace. Ils nous avaient habitués à un style assez fade, une domination stérile, parce qu'ils ont dominé les 3 matchs. Hein. Exactement. Dominé, hein. Statistiquement, ils sont devant le Sénégal, devant la Guinée, devant même la Gambie. Mais par le passé, c'était des dominations fades. Quand vous regardez Côte d'Ivoire, c'est pratiquement le même schéma, une domination extraordinaire, 70% face à la Guinée équatoriale. Exactement. Mais cette domination ne reflète pas le score. Donc c'est frustrant pour un supporter de vivre ça. C'est frustrant, nous pensons à cette maman qui est à Kradjo, c'est un village dans la commune de Dabou, qui a vu ses biens brûlés à la suite de cette défaite. Nous pensons à elle, cette maman qui se prévaut. Je ne sais pas si elle se gargarise seulement ou bien si c'est vrai, mais si elle a autant de pouvoir, nous lui demandons de cette fois-là faire organiser, féticher l'équipe de Côte d'Ivoire pour qu'elle remporte la CAN. Parce que dire que c'est se prévaloir, se targuer d'avoir été occasionné mystiquement la défaite des éléphants, c'est quand même osé, ça lui a valu sa maison. Nous pensons à elle, nous lui souhaitons beaucoup de courage et nous pensons que les autorités ivoiriennes prendront le problème avec philosophie, avec surtout philosophie. Il faut que les autorités policières comprennent. Ça peut être une maman qui avait perdu cette estime de la communauté et qui croit pouvoir retrouver l'estime des autres en s'attribuant un fait aussi majeur. Donc il faut avoir beaucoup de hauteur, beaucoup de philosophie, traiter cette histoire. Il y a eu beaucoup de vandalisme en Côte d'Ivoire à cause de cette défaite. C'est aussi à l'image d'une jeunesse qui malheureusement désœuvrée. Moi j'ai vu ici à Douala, hier soir, des jeunes qui étaient torse nu dans les rues, à crier avec des marmites, des couvercles de marmites. C'était un peu exagéré, c'est à l'image de ces jeunesses que nous avons dans ces deux pays. Aussi, hein. Soif de victoire, mais le football est devenu pour ces jeunes comme une drogue. Peut-être que le chômage criard qui menace ces jeunesses, c'est ce chômage criard qui explique cette attitude un peu exagérée en matière de football. C'est vrai qu'on nous dira qu'il y a les ultras en Occident qui sont aussi, mais chez nous, ces ultras, ils n'ont pas les moyens de payer les abonnements dans les stades. Hein. Donc, peut-être ce chômage aussi explique. Et puis, quand vous avez des jeunes travailleurs, généralement ici en Afrique, ils sont moins fans. Ils sont beaucoup plus rationnels. Ils sont beaucoup plus orientés vers les préoccupations les plus importantes de la vie. Ils se laissent très peu séduire par les loisirs. Donc, c'est le football. Ne l'oublions pas. Ce n'est que le loisir. Ce n'est qu'un loisir. Ce n'est pas l'enjeu décisif d'existence d'un pays. Exactement. Ce n'est qu'un loisir. Alors je pense qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant que j'ai vu hier dans les réseaux sociaux. Et c'était un acteur ivoirien qui écrivait que pour lui, il souhaite que le Cameroun reste en la compétition, également
la Côte d'Ivoire, parce que ce sont ces deux nations-là qui apportent quand même de l'ambiance dans cette CAN de la Côte d'Ivoire. Vous partagez cet avis aussi? Oui, c'est quand même les équipes qui portent la plus grande rivalité en Afrique. Vous avez Cameroun, Côte d'Ivoire. C'est carrément un tandem qui tire l'opinion africaine vers le haut, à tous les niveaux. Quoique, on a vu les chantres de cette rivalité aujourd'hui n'être pas les meilleures images de ces pays. Je parle bien sûr des influenceurs et influenceuses qui sont parfois, excusez du peu, mais les personnes les moins recommandables en matière de relations. Et vous voyez ce que ces personnes font, l'éloge parfois de la prostitution, c'est le sexe, l'ultra-sexe, toujours. Donc, c'est parfois ça que ces deux pays ont fait, mais ce n'était pas le meilleur d'eux-mêmes. C'est pas le meilleur d'eux. Mais cette rivalité Cameroun-Côte d'Ivoire, si elle peut se faire dans des secteurs plus intéressants, par exemple, production technologique, développement industriel, développement économique, si cette émulation est créée entre les deux pays, nous pensons que ça peut être une locomotive pour l'Afrique. Pourquoi pas une locomotive pour l'ensemble de l'humanité. Très bien, c'est ce qu'il fallait dire donc concernant le sport ce matin. Vous n'êtes pas mal aussi en sport. Alors, pour terminer, parce que là nous sortons carrément de cette émission, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de la visite de Mahamat Déby du côté de Moscou? J'ai lu quelques commentaires. Bon, Hugo Deleuze, j'ai vu le commentaire sur le président succès. C'est le président des transformateurs, il faut le dire. Mais j'essayais de montrer dans le développement la contradiction qui existe entre le président Kaka et le premier ministre succès. Bon, maintenant, pour revenir au cas au cas du Tchad, il ne faut pas qu'on ait un raisonnement bâclé sur le Tchad. Il ne faut pas que les gens soient dans un raisonnement bâclé. C'est une situation extrêmement complexe, le Tchad. Extrêmement complexe. Le Tchad, c'est un pays qui a ses réalités. Et aujourd'hui, le Tchad, sa situation est liée à celle du Soudan. Vous allez voir le dénouement au Soudan. Moi, j'ai vu carrément Chabaka, monsieur le pharaon Chabaka. J'ai vu, il revenait sur la question du Soudan. Oui, au Soudan, notre allié, c'est Emeti. Pour nous, panafricanistes, c'est Emeti. C'est Emeti qui a protégé les populations noires du Darfour. Parce que quand la répression a été engagée par les généraux soudanais, il y avait carrément une situation de génocide qui était engagée. Or, Emeti a une particularité, il a vécu au Darfour. Emeti connaît les populations du Darfour. Il connaît les populations noires du Darfour. Quand je parle des populations noires, c'est-à-dire les populations du Sud-Soudan, il les connaît toutes. Et Emeti n'était pas d'accord avec le demi-frère d'Idriss Déby, je crois, le sultan Djamil, je crois bien, c'était son nom, sultan Djamil, je vais me souvenir. Mais il n'était pas d'accord. C'est lui qui a fondé ces rébellions. Demi-frère du maréchal Idriss Déby. Non. Donc, Emeti a une histoire assez particulière. Emeti est avec le maréchal Haftar. Aujourd'hui, deux forces sur lesquelles nous, panafricanistes, nous comptons pour stabiliser à la fois la Libye et le Soudan. Donc, et les liens entre le général Emeti, le maréchal Haftar et Kaka Déby sont des liens de sang. C'est des liens de sang. Il faut que vous le sachiez. Et aujourd'hui, il faut que le général Emeti prenne le contrôle du Soudan. Il faut que le général Kaka se rapproche d'Emeti et qu'ensemble, ils bottent hors la France parce que Emeti en a ras-le-bol de la France. Emeti en a ras-le-bol des États-Unis. Emeti se bat contre le complexe industrialo-militaire états-unien au Soudan. Emeti se bat contre les réseaux de la CIA qui ont trahi le peuple palestinien pendant des années. Il faut vous renseigner, vous allez voir ce qu'a été Omar el-Béchir et les hommes comme le général Al-Bourhan, c'était les intermédiaires de la CIA sur le territoire du Soudan. Et c'est eux
avec l'Égypte qui ont trahi le peuple palestinien. C'est eux qui trahissent encore le peuple palestinien aujourd'hui. Donc, Hemeti, c'est la solution. Hemeti a déjà un pied fort, bien installé dans le Moyen-Orient. Hemeti peut travailler avec les puissances du Moyen-Orient qui sont aujourd'hui les principaux alliés du gouvernement de Centrafrique et qui sont prêts à soutenir également le gouvernement du général Kaka si ce dernier s'éloigne des Occidentaux. Donc, cette géopolitique en reconstruction, nous ne devons pas la perdre de vue. Nous avons souvent parlé du Grand Moyen-Orient. Nous parlons ici du Grand Golfe de Guinée qui lui-même est proche, est limitrophe, est frontalier du Grand Moyen-Orient occidental. Nous devons réfléchir grand. Nous ne devons pas voir les choses simplement de manière cloisonnée et nous enfermer dans la géoethnie que les Occidentaux ont créée au niveau de nos pays, notamment au niveau du Tchad. Voilà ce qu'il fallait dire donc ce matin concernant la visite de Mahamat Idriss Déby du côté de Moscou. Alors, Jonathan, merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie, mon frère Jock. Excusez, voilà, Hugo Deliqueur, j'ai appelé Jock Ngos. Donc, voilà, ça montre que non, on peut avoir des noms comme ça, mais c'est un plaisir d'avoir été votre invité. Et je crois que votre modération commence à vraiment devenir une marque déposée. Hein. Donc, je m'y habitue. C'est un plaisir véritable. Et à demain à tous les panafricanistes pour le même rendez-vous. Merci bien. Alors, c'est ici que nous mettons un terme à la quotidienne de ce matin. Merci d'avoir suivi. À demain.